Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Vision de Trail. Aujourd'hui, place à un nouvel épisode de Vision de personnage où j'ai eu la chance de poser mes questions à Christophe Lesault, athlète reconnu dans le monde du trail running pour ses performances et surtout pour son mode de vie hors du commun. Malheureusement, n'ayant pas pu le rencontrer, ce podcast se fera sous forme de questions-réponses. Je remercie chaleureusement Christophe d'avoir accepté mon invitation et Régis Delpech, grâce à qui nous avons pu rentrer en contact. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast pour une annonce spéciale. Salut Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Je te reçois aujourd'hui pour évoquer avec toi ton parcours sportif et surtout parler de ton attrait marqué pour le voyage, un domaine qui tient aussi beaucoup à cœur à Vision de Trail. On te connaît beaucoup pour tes aventures et tes défis hors du commun, mais est-ce qu'en préambule tu pourrais nous rappeler depuis combien de temps tu pratiques la course à pied et puis quelques beaux résultats que tu as pu obtenir sur des courses mondialement connues? Bonjour Alexandre, merci pour cette interview. Eh bien voilà, j'ai commencé la course à pied à l'âge de 11 ans. J'ai découvert cela par le bien de l'UNSS au collège. Et après, j'ai intégré l'école d'athlétisme pendant bien des années où j'ai gravi les distances au fur et à mesure. En termes de résultats, voilà, j'ai déjà été en termes de cross champion départementaux, champions régionaux. J'ai fait pas mal de championnats de France. Et en termes de trail, en gros résultat, en fait, j'ai jamais gagné de grandes courses. J'ai fait de belles places. Voilà, comme une 5e place à la CCC, une 5e place à la TDS, une 4e place à la Maxi Race, une 5e place au Grand Raid de la Réunion, 4 fois sur le podium du Tour des Géants, 4 fois dans les 10 premiers au Marathon des Sables, dont une victoire par équipe. Fini 4e au Templier. J'ai gagné la Saint-Élion en équipe mixte. Et sinon, j'ai gagné une cinquantaine de trails à travers le monde. On le sait, le trail est un formidable moyen de voyager et de partir à la découverte de nouveaux endroits, chose que tu exploites à fond. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où te vient cette passion du voyage. Ensuite, j'aimerais savoir quand as-tu véritablement décidé de concilier ces deux domaines et comment se traduit cette conciliation concrètement. Je sais notamment que tu organises des voyages trail en collaboration avec ton sponsor Red Light. Le goût du voyage est arrivé assez tard dans ma vie, hein, après mes études. Mais étant des gens jeunes, je voyageais beaucoup dans ma tête. Voilà, j'ai failli mourir des bébés parce que j'étais empoisonné par le talc morange, qui est une histoire où il y a eu plusieurs bébés de mort ou des bébés handicapés. J'ai marché à l'âge de 4 ans. Et dès que j'ai marché, ben, j'ai voulu un peu voyager dans ma tête et à travers les endroits où je vivais. Voilà, j'allais toujours dans la forêt. Pour moi, déjà, c'était une évasion. Issu d'une famille ouvrière, j'ai pas pu beaucoup voyager pendant ma jeunesse. Je voyageais vraiment dans mes rêves. Après, j'ai intégré l'armée en faisant une école d'infirmier après mes études de biochimie. Voilà, et grâce à ça et à l'armée, j'ai beaucoup voyagé pendant toute ma carrière, hein. J'ai habité 5 ans en Afrique, 2 ans en Amérique du Sud et 2 ans dans les pays de l'Est. Après, j'en ai eu marre de ce travail parce que j'étais pas très libre pour faire tout ce que je voulais en matière de sport. Alors j'ai décidé de prendre ma retraite militaire et de travailler en milieu privé dans le milieu médical où je travaillais 6 mois par an et les 6 autres mois, je passais mon temps à voyager et surtout à organiser des voyages à l'étranger afin de partager les sentiers que j'ai découverts à travers le monde. Voilà. Et aujourd'hui, cela fait réellement 7 ans que je voyage beaucoup à travers le trail et que j'organise énormément de voyages trail, de courses en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique.
en Europe. Et j'établis énormément aussi de records personnels, hein, afin de me retrouver seul au milieu de la nature et chose que j'aime énormément. Ensuite, pour continuer, j'aimerais évoquer avec toi l'aspect financier et j'aimerais savoir comment tu fais pour t'y retrouver financièrement dans l'organisation de tous ces voyages. La vie que je vis aujourd'hui a été construite sur une vingtaine d'années où j'ai travaillé beaucoup. Les dernières années, quand je travaillais en milieu hospitalier, je travaillais des fois 70 heures par semaine. Et avec l'armée, j'ai gagné pas mal d'argent quand j'étais à l'étranger. J'ai fait pas mal d'économies, que je faisais pas beaucoup la fête. J'ai investi dans l'immobilier, dans 2 maisons et 2 appartes. Cela me permet d'avoir des rentes locatives. Et après 16 ans d'activité à l'armée, je touche une petite retraite. C'est grâce un peu à tout ça que je peux aujourd'hui vivre de ma passion qu'est le trail. Et aussi grâce à mes partenaires Unifair et Red Light qui me donnent aussi un peu de financier, me permet également de payer mes voyages plutôt compétition. Voilà, et mes organisations me permettent aussi également de payer mon voyage à l'endroit où j'organise l'événement, comme au Pérou, en Bolivie ou au Népal ou au Canada. Voilà, cela me permet d'avoir un peu une vie de nomade et de m'y retrouver financièrement. Ensuite, j'aimerais revenir un petit peu avec toi sur ce que tu penses de l'évolution du monde du trail, et notamment au niveau des différents événements qui, on le voit, se professionnalisent de plus en plus et attirent de plus en plus de monde, ce qui a tendance à réduire au maximum le facteur risque et augmenter le contrôle des coureurs par l'organisation, au détriment, parfois, de la liberté et de la responsabilité individuelle du coureur. Qu'en penses-tu et comment te positionnes-tu par rapport à ce constat? Il y a une quinzaine d'années ou presque 20 ans maintenant que j'ai commencé le trail. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus courir en liberté, autonomie de nous-mêmes. Voilà, hein. Aujourd'hui, cela évolue énormément car déjà le niveau est de plus en plus relevé et aussi le niveau est de plus en plus bas aussi. Pourquoi cela? Parce que c'est devenu un peu une mode. Et je trouve que c'est bien aussi que beaucoup de personnes s'engagent dans le trail aujourd'hui, hein, même si beaucoup de trailleurs, pour moi, sont aussi des marcheurs. Il n'y en a pas beaucoup en fin de peloton qui courent, hein, enfin, ils courent un minimum en descendant, mais dès que ça monte ou c'est que c'est plat, voilà, ils ont pas le niveau de courir, hein. C'est un sport assez difficile. Et moi, à mon époque, il y a 20 ans, les longues distances n'existaient pas. Alors, on a appris à courir, hein. On grillait pas les étapes, hein. On passait de 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à aujourd'hui, près de 300 km. Mais on a mis des années à apprendre ça. Aujourd'hui, les gens peuvent faire un 300 km du jour au lendemain. Alors je trouve ça un peu normal que les grosses organisations mettent du matériel obligatoire ou établissent des points ou des références pour pouvoir s'inscrire à certaines courses, hein. Euh, En termes de sécurité, aujourd'hui, il faut être assez blindé, hein, car aujourd'hui, on s'américanise, hein, les gens portent plainte pour pas grand-chose. Alors, les organisations sont obligées de se blinder niveau assurance et règlement afin de se protéger et d'ouvrir le trail à un grand large de personnes, mais aussi tout en sécurité pour pas envoyer les gens au carton. Tu es actuellement en train de réaliser un projet assez hors norme, le projet intitulé Seven Wild Trail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Seven Wild Trail est né il y a à peu près un an. Aujourd'hui, le trail évolue. Les compétitions deviennent de plus en plus dures pour moi, hein, car le niveau est vraiment de plus en plus
élevé. Il y a beaucoup de jeunes qui courent très vite maintenant, beaucoup de personnes qui viennent d'autres sports comme le triathlon, le ski, qui viennent dans le trail. Euh, Afin de me retrouver aussi un peu dans le milieu de la nature, dans l'authenticité, dans l'autonomie, j'ai décidé de créer un peu ce challenge afin de marquer un peu mon passage dans ce sport. Qui pour moi a vraiment de vraies valeurs au milieu de la nature, au milieu des animaux, de la faune, de la flore. L'organisation de ces 7 défis n'est pas facile, car je gère quasi tout seul, avec l'aide de mes amis caméramans Thomas Prunhomme et Stéphane Henri Anthony, voilà, qui font la production des films. Le budget est assez énorme, un budget de 25 000 euros pour ces 7 défis. J'utilise le budget de mes partenaires Unifair et Red Light un peu pour investir dans ce film, car je pensais trouver d'autres partenaires, mais aujourd'hui c'est assez dur. Alors j'ai investi pas mal financièrement moi-même. Euh, voilà. Ces 7 défis sont associés aussi à 2 associations, Everest en Sable et Défi Équipe Joëlette. C'est 2 associations françaises que j'adore, tout ce qu'ils font. Ils emmènent des handicapés sur Joëlette à travers le monde et sur des trails en France pour faire découvrir un peu la nature à ces enfants handicapés qui n'ont pas la chance de découvrir par eux-mêmes ces milieux. Et moi, j'aurai 2 défis où j'associe ces 2 associations. Ça sera le défi Maroc et le défi Italie, où j'emmènerai des handicapés avec moi sur des morceaux de mes défis afin de leur partager une partie de rêve dans tout ce que je vais entreprendre dans le dépassement de moi-même. Et j'essaye de mon côté de vendre des sacs et des bœufs afin de financer une joëlette et le déplacement des handicapés sur mon défi. Enfin, pour terminer, pour les gens qui auraient envie de partir à l'étranger, tenter une expérience comme la traversée d'un GR, d'un massif ou d'un pays, quels conseils pourrais-tu leur donner et quelle destination est incontournable selon toi dans la vie de tout trailer amoureux du voyage? Les trailers qui veulent faire un peu comme moi, faire des traversées de GR ou faire des défis personnels, voilà, je leur conseillerais déjà de bien étudier le terrain, étudier aussi la météo. Je leur conseille aussi d'effectuer ces grandes traversées par étapes et non en non-stop comme je le fais sur Seven Wild Trail. Cela leur permettrait de profiter pleinement des paysages, car en non-stop, il y a la nuit. La nuit, c'est magique, mais aussi on loupe pas mal de paysages. Et en faisant en étape aussi, cela nous permet d'aller dormir soit dans des refuges, soit chez l'habitant, et cela permet aussi de partager un peu des moments assez intimes avec la population locale. Voilà. Les pays que je conseillerais seraient, il y a des pays incontournables qui sont déjà des pays mondialement connus grâce au trek. Il y a le Népal, où faire du trek au Népal est assez facile. Il y a des lodges un peu partout. Je dirais l'Amérique du Sud, le Pérou avec la cordillère des Andes, la cordillère Huayhuash ou la cordillère Blanca. Là, ça reste un peu plus compliqué. Il y a une mise en place à faire car les lodges et les refuges ça n'existe pas trop. Alors tout se fait en logement tente. Voilà, là c'est beaucoup d'organisation, trouver un muletier, trouver un guide, car en général les sentiers ne sont pas marqués. Sinon, il y a des gros GR en France qui sont magnifiques à faire, comme le GR10, la traversée des Pyrénées,
ou le GR5, hein, la grande traversée des Alpes, hein, que j'ai effectué aussi, voilà, avec des refuges, une très belle découverte, hein, pas obligé de prendre un avion pour aller découvrir des sentiers et des populations et des cultures différentes, hein. On a quand même déjà pas mal de sentiers magnifiques en France, hein. Il y a aussi le GR20, hein, qui est magnifique à faire, hein. Beaucoup de monde, hein, mais et aussi très 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 dur, hein. Alors il faut être vraiment bien entraîné aussi pour y aller, hein. Alors des grands voyages comme ça, hein, ça se prépare physiquement, ça s'organise, hein, il y a une grosse logistique à faire. La préparation du sac prend beaucoup de temps. Il faut rien oublier, surtout partir léger, mais en sécurité, car des intempéries peuvent arriver très très vite, hein. En général, on s'engage dans la montagne, hein. C'est pas nous qui décidons, c'est le terrain qui décide, la montagne qui décide, hein. Voilà. Alors, bien préparer son voyage, être sûr de soi-même et connaître vraiment ses capacités physiques. Voilà, clap de fin de ce podcast en espérant qu'il vous ait plu. Merci à tous de l'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à laisser vos messages, vos commentaires, vos questions et vos avis. Dès la semaine prochaine, sur la page Facebook de Vision de Trail, une annonce spéciale va intervenir pour évoquer avec vous un nouveau projet dans la rubrique Vision de voyage. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas, forgez-vous votre propre vision.